les avions de la guerre du Vietnam. Plus de 30 ans après, la guerre du Vietnam, pour beaucoup, laisse le souvenir d'une guerre secondaire et lointaine. En fait, ce fut le plus long conflit de toute l'histoire des États-Unis, le seul dont ils ne sont pas ressortis vainqueurs. Au Vietnam, il fut largué plus de bombes que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de milliers de roquettes, des millions d'obus et de balles furent tirés. Ce fut aussi la guerre qui imposa le rôle majeur de l'hélicoptère et celle dans laquelle on employait toutes les catégories d'avions existantes. En 1962, alors que les USA tentaient d'aider le Vietnam du Sud à résister aux communistes du Nord, il semblait que de modestes avions à hélice pourraient suffire, comme le Helio U-10A Courier, le célèbre Douglas C-47, le Curtiss C-46 Commando, ces deux derniers étant des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. On trouvait aussi l'avion d'entraînement North American T-28 très agile et le rapide Douglas B-26 Invader, lui aussi remontant à 1944. Une force spéciale de commando de l'US Air Force fut organisée avec un nouvel uniforme qui comprenait le chapeau de brousse. Après leur entraînement sur la plus grande base américaine Eglin en Floride, ils arrivèrent au Sud-Vietnam où ils commencèrent à entraîner la jeune aviation militaire du Sud, la South Vietnamese Air Force, la VNAF. La VNAF avait adopté une cocarde proche de celle des USA, mais les deux barres latérales étaient rouges et jaunes plutôt que bleues et blanches. L'essentiel de l'instruction tactique était fait à bord de T-28D, dont les performances étaient similaires à celles d'un chasseur de 39-45. Et il pouvait emporter des roquettes, des centaines de balles de calibre 12,7 et des charges de bombes variées, incluant des bombes légères ou d'entraînement. Les grosses roquettes de 5 pouces et les bombes de 50 kg pouvaient être facilement installées sous les pylônes d'ailes d'un B-26. Ces bombardiers d'attaque très polyvalents étaient plus vieux que leurs pilotes, mais contre des troupes mal équipées, ils étaient redoutables. Avec les T-28, ils ont commencé à dévaster le Vietnam à coups de roquettes, de canons et de bombes. Si une cible était repérée, leur tir était dévastateur. De nombreuses missions furent effectuées avec ces deux avions. De plus, cela constituait un entraînement très utile. L'arme qui se révéla terriblement efficace fut le napalm, un réservoir plein d'essence gélifiée et de palmite de sodium, d'où le nom de napalm, aux effets de brûlure terrifiants sur la peau humaine. Le transport aérien prit une place importante au Vietnam, pays où les routes sont rares. Le petit U-10A pouvait emporter jusqu'à 6 parachutistes et son autre avantage était de pouvoir opérer à partir d'aérodromes sommaires. Le C-47 était bien plus gros et pouvait transporter bien plus d'hommes et de matériel. Il fut employé surtout au début pour le transport des bérets verts des forces spéciales venues en renfort dans le cadre du programme des milices de défense civile vietnamiennes. Surtout les jours de grande chaleur, les C-47 pouvaient faire des décollages assistés par fusée, des RATO, pour Rocket Assisted Takeoff. Lorsque les fusées étaient épuisées, il n'y avait plus qu'à les larguer. Et pour le C-46, décoller à pleine charge exigeait que chaque moteur de 2000 chevaux délivre toute sa puissance.
Un seul saut opérationnel fut fait en mars 1957 par la 173e brigade aéroportée pendant l'opération Junction City près de la frontière cambodgienne. Pendant ces mêmes premières années de conflit, les T-28 et les B-26 ont continué leurs attaques soutenues contre un ennemi de plus en plus insaisissable. Les USA s'impliquaient de plus en plus dans ce conflit, autant au sol que dans les airs. Les hélicoptères de tout type ont joué un rôle central tout au long de la guerre. Le plus ancien était le Sikorsky H-34 de transport, bien représenté dans la VNAF. Avec son moteur Cyclone de 1500 chevaux, le H-34 pouvait emporter 16 soldats équipés. Volant à basse altitude à environ 150 km/h, on laissait souvent sa porte latérale ouverte afin d'installer une mitrailleuse de 12-7. Les missions de ravitaillement étaient effectuées à destination des très nombreuses bases fortifiées, à partir desquelles les troupes gouvernementales pensaient contrôler le pays. Comme la plupart des bases étaient éloignées, l'essentiel du ravitaillement était acheminé par hélicoptère et cela comportait notamment les sacs de riz. Au total, ce sont plus de 10 000 hélicoptères qui furent utilisés en Asie du Sud-Est. Ils furent les chevaux de bataille de l'infanterie et bien peu furent ramenés aux États-Unis. En 1965, l'US Air Force, qui n'était pas équipée elle-même du petit Northrop F-5 Freedom Fighter, se procura une douzaine de ces chasseurs supersoniques et les rassembla dans une unité appelée les Scoshy Tigers. L'entraînement initial se fit sur la base de Williams aux USA, qu'ils quittèrent pour le Vietnam en octobre 1965. 2 mois plus tard, ils entraient en action contre les positions du Viet Cong près de Saigon. La charge de 500 kg de bombes et de roquettes eut des effets ravageurs sur les positions embusquées du Viet Cong le long des routes du Sud-Vietnam. Les concentrations ennemies repérées étaient aussi la cible d'attaques aériennes avec des bombes et au canon. Petit à petit, l'engagement américain se muait en une véritable guerre. Gros et puissant, le North American F-100 Super Sabre supportait une lourde charge autant pour les missions d'attaque que de chasse. En 1953, il était devenu le premier chasseur supersonique opérationnel. 13 ans plus tard, il était toujours en première ligne. En 1966, les F-100 du 531e Tactical Fighter Wing de la base de Bien Hoa volaient quasiment 24 heures sur 24. Ils étaient toujours garés dans des alvéoles anti-éclat, bien à l'abri, sauf d'un tir direct de mortier ou d'une attaque à la roquette du Viet Cong. Armés de bombes à retardement Snake Eye, les super sabres étaient des spécialistes des frappes à basse altitude. La plupart des appareils de l'US Army étaient des hélicoptères, à l'exception toutefois du Grumman OV-1 Mohawk. Ce biturbopropulseur d'observation du champ de bataille était un avion dont la vitesse et l'agilité correspondaient à celle d'un Spitfire et qui avait la capacité d'utiliser des pistes courtes et sommaires. Les Mohawks étaient souvent pris pour cible. Avec un moteur touché, ils pouvaient s'opposer d'urgence, comme sur la base de Binh Thuy. Certains Mohawks emportaient des armes, mais leur mission principale était l'observation, avec les grandes bulles vitrées et des caméras, de façon à apporter au commandement une bonne vision des opérations. Le C-47 fut également utilisé pour la guerre psychologique, en arrosant le pays de tracts
pour gagner les cœurs et les esprits de la population, et en particulier des soldats Viet Cong. Le U-10 fut aussi engagé dans ces missions, mais il pouvait embarquer en plus un puissant haut-parleur. Plus on s'enfonçait dans la guerre, plus les tracts étaient remplacés par des balles. La guerre aérienne au Vietnam fut le champ d'expérimentation d'une nouvelle arme. Parce qu'il était difficile de détecter l'ennemi à l'abri de la jungle, l'opération Pink Rose fut décidée afin de déterminer la meilleure technique pour défolier la forêt. Des expériences furent menées pour détruire la végétation par le feu, mais ce furent principalement des UC-123 de transport qui, en formation serrée à basse altitude, déversèrent des milliers de litres de défoliants chimiques. Les lignes de communication Viet Cong furent particulièrement ciblées, y compris naturellement les milliers de kilomètres de pistes dans les collines et les canaux du Sud-Vietnam. Entre 1962 et 1971, plus de 100 millions de litres de défoliants furent déversés au cours des opérations Ranch Hand. Personne n'avait conscience alors que l'agent orange, le produit chimique employé, avait des effets terriblement néfastes pour des millions de gens, y compris pour les combattants américains. De tous les avions engagés au Vietnam, le meilleur fut sans conteste le McDonnell F-4 Phantom, construit à l'origine comme intercepteur embarqué pour la Navy et les Marines. Parmi les unités équipées du F-4C, il y avait les Gunfighters du 366e Tactical Fighter Wing. Leur Phantom emportant 4 missiles RR Sparrow, 6 bombes Mark 82 et un pot de canon ventral ainsi que 2 réservoirs largables. Capable de voler à 2 fois la vitesse du son, le Phantom pouvait aussi bien combattre les MiG nord-vietnamiens que bombarder efficacement. Les Gunfighters étaient basés à Da Nang, l'une des très grosses bases permanentes construites au Vietnam. Pour la logistique des opérations aériennes, un énorme tonnage de bombes y était stocké. Lors de la préparation d'une mission, les bombes étaient attachées sous l'avion. Afin d'optimiser la charge emportée, des points d'emport spéciaux permettaient d'installer 3 bombes par point d'emport. Une fois les bombes fixées sous l'avion, elles étaient armées en fixant le déclencheur dans le nez de chaque arme. Da Nang était également la base des Martin B-57B, la version US du bombardier léger Canberra britannique, utilisé au Vietnam par la Royal Australian Air Force. Les B-57 pouvaient larguer plus d'une tonne de bombes sur leurs cibles, autant au nord qu'au sud, et pouvaient aussi mitrailler leurs objectifs avec leurs 4 canons de 20 mm. Même lourdement chargé, le B-57 faisait toujours preuve d'une agilité surprenante pour un appareil aussi gros. Il pouvait de plus voler longtemps à basse altitude au-dessus de la cible. Une version spéciale, le B-57G, était équipé de systèmes lui permettant des attaques nocturnes précises.
Les C-123, en plus de défolier la jungle, effectuèrent des milliers de missions de transport en première ligne. Vous appelez, nous livrons, était leur devise. Ils embarquaient jusqu'à 60 soldats ou bien du matériel. Sur le vol du retour, ils pouvaient évacuer jusqu'à 56 blessés. Il s'agissait de gamins terrifiés qui constituaient l'essentiel des prisonniers Viet Cong. Les prisonniers, qui arrivaient également à bord des Sikorsky HH-3C, étaient ensuite interrogés. Les C-123 étaient fréquemment appelés pour le parachutage de vivres et de munitions. On parachuta même des vaches bien vivantes. À distance des côtes du Vietnam, généralement dans le golfe du Tonkin, les porte-avions géants de l'US Navy apportèrent une contribution massive à la puissance aérienne américaine. Ici, à bord de l'USS Constellation, le pare-brise d'un Vought A-7 Corsair, chargé de bombes Mark 82, est nettoyé pour une nouvelle mission. Sur un porte-avions, chaque homme sur le pont porte un vêtement dont la couleur indique sa fonction. Les rouges sont les armuriers qui s'occupent d'armer les bombes, un boulot dangereux. Sur le pont, tous les mouvements sont orchestrés comme un ballet, car il faut armer et faire décoller jusqu'à 90 avions avec les puissantes catapultes à vapeur. Comme n'importe quel avion décollant du sol, les avions embarqués peuvent recevoir une grande variété d'armements. Installer ces pods pour roquettes de 5 pouces est un travail pénible. Le pilote effectue sa visite pré-vol autour de son avion et de son armement avant d'embarquer. Il s'assure que toutes les armes peuvent être utilisées. Chaque pilote de la Navy sait que le catapultage est si puissant qu'il lancera l'avion à pleine charge, à pleine vitesse, même si les freins sont serrés. Différents types d'appareils quittent le navire. Un F-4J Fantôme est lancé comme un jouet. Ensuite, c'est un avion d'attaque A-4 Skyhawk. Il est suivi par un autre F-4. Puis, enfin, par l'énorme avion de reconnaissance ERA-5C Vigilante. Le A-7 Corsair, avion d'attaque subsonique, a été développé à partir du chasseur supersonique F-8 Crusader. Les deux avions ont été engagés au Vietnam. Lors de ces missions, de nombreuses roquettes Zuni furent tirées par des F-8E Crusader. Leurs pilotes étaient à l'origine entraînés pour attaquer d'autres avions, au canon ou aux missiles. Piquer sur la jungle était plus difficile, surtout parce que les Zuni faisaient des explosions impressionnantes et qu'ils ne pouvaient savoir s'ils avaient vraiment fait mouche.
En réalité, les roquettes avaient des trajectoires aléatoires et il était presque impossible de viser avec précision. Et toujours, ils étaient soumis à des tirs nourris. Au début, les défenses aériennes du Nord étaient assez faibles, mais progressivement, elles s'améliorèrent pour devenir les plus puissantes jamais rassemblées, spécialement dans les zones autour de Hanoï et du port d'Haiphong. Dans les années 60, les mitrailleuses antiaériennes étaient les mêmes que celles des troupes russes de la Seconde Guerre mondiale. Là encore, de simples balles et obus causèrent des pertes importantes à l'aviation américaine. De ce fait, les avions US se maintinrent au-dessus de 10 000 pieds, mais la défense aérienne se renforça avec des canons de 37, 57, 85 et même de 100 mm qui pouvaient les atteindre. Cet avion de l'US Navy, numéro 150-826, était un coûteux RA-5C Vigilante qui pouvait automatiquement transmettre des images radar d'une cible. Il ne transmettra désormais plus rien. Ces combats étaient un défi permanent pour les pilotes de la Marines et du Marines Corps, plus que pour tout autre. On voit ici les Américains à bord du F-8E déverser du napalm sur des positions supposées du Viet Cong dans la jungle. Parfois, des morceaux de la cible explosaient et se dispersaient dans le ciel, mais le plus souvent l'impact ne se traduisait que par une grosse boule de feu orangé. Les Douglas A-4C Skyhawk de la VA-76 de la Navy étaient également en action, attaquant en piqué des installations nord-vietnamiennes. D'autres A4 effectuent un virage à gauche pour basculer en demi-tonneau avant de plonger sur une cible dans la zone de Tan Linh. Surnommé le Scooter, le Skyhawk était un brillant jet d'attaque, pourtant tout simple et qui fut fabriqué de 1954 à 1979. Continuant l'attaque, le Skyhawk Leader tire un Zuni qui oscille avant de percuter la jungle à peu près là où elle était censée arriver. Un pilote chanceux est en train de rentrer.
Le A-7 touche le pont du Constellation et se voit brutalement stoppé par les brins d'arrêt. C'était la dernière mission d'attaque de la Navy contre le Nord, avant une trêve ordonnée par Washington le 20 novembre 1968. S'il est un groupe qui n'a pas stoppé ses opérations, ce fut bien le cas des pilotes de UA. Le Bell UH-1, officiellement Iroquois mais généralement baptisé le UA, fut l'appareil le plus largement utilisé de toute la guerre. Hélicoptère de taille moyenne, la plupart disposaient d'une seule turbine développant 1000 chevaux. Il pouvait emporter 14 soldats aux 6 civières à 170 km/h. Au Vietnam, certains ont été armés avec 4 mitrailleuses M60, 2 de chaque côté, et 2 tubes lanceurs de 7 roquettes, tous dirigés vers l'avant. Les roquettes de 7 pouces 75 constituaient l'armement des UH-1B du 3e escadron d'hélicoptères d'attaque léger de la Navy, connu sous le nom de Sea Wolves, et qui s'en prenaient aux Viet Cong infiltrant les canaux et les villages du delta du Mekong. En opération combinée avec des vedettes rapides et des hovercraft, les Sea Wolves avaient l'avantage de la mobilité et pouvaient couvrir de larges espaces, plages, marais et même des forêts denses. Les cibles, quand on les trouvait, étaient généralement dans la jungle. Ce fut le problème principal de tout le conflit. Personne n'avait inventé le détecteur capable de repérer le Viet Cong ou l'armée régulière du Nord, alors qu'ils circulaient discrètement à travers la végétation. Quelques tentatives ont bien eu lieu, par exemple des détecteurs réagissant à la chaleur des corps ou à la transpiration, mais les pilotes et les mitrailleurs ne disposaient pas de cette aide. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est imaginer où l'ennemi pouvait se cacher et pulvériser ces zones avec des roquettes ou les mitrailleuses M60. Le mitrailleur disposait du M60 monté sur pivot pour avoir un large champ de tir. Même les pilotes qui avaient pourtant une vue vers l'extérieur parfaite voyaient rarement l'ennemi. Statistiquement, une partie des quantités astronomiques de munitions tirées a bien dû toucher quelque chose ou quelqu'un, mais si l'ennemi était repéré par l'infanterie ou depuis le ciel, des marqueurs fumigènes étaient lancés pour indiquer la position de l'objectif, mais le temps que les tirs se fassent, les Viet Cong n'étaient plus forcément encore là. La plus grande partie de l'immense flotte des UA appartenait à l'US Army, mais certains furent transférés ensuite à l'État sud-vietnamien. Ils furent principalement utilisés pour des missions de transport. La mission la plus fréquente était l'évacuation rapide des blessés, les missions dust-off à partir des clairières de la jungle ou des rizières. Une fois à bord, le blessé était emmené au plus vite vers un centre médical d'urgence.
Le taux de décès des blessés américains fut le plus bas de toutes les guerres et les évacuations par hélico y furent pour beaucoup. Les UA amenaient également les troupes au combat. Une version améliorée, le UH-1D, était employé en 1967 aux côtés d'autres escadrilles par la 68e compagnie d'assaut aéroportée. Les hélicos de transport surnommés Slicks approchaient des zones d'atterrissage en formation de façon à bien répartir l'infanterie. Il n'y avait rien de plus ouvertement agressif que ces nuées d'hélicoptères tonnant et hurlant en survolant la campagne, les mitrailleurs latéraux tirant continuellement, les canons des mitrailleuses M60 rougis par la chaleur à force d'envoyer leurs balles de 7,62 au milieu des rizières, dans les huttes ou à travers les arbres. Juste devant eux, la LZ pour Landing Zone, marquée par des grenades fumigènes de couleur. Ces missions étaient officiellement nommées Insertions. Une fois l'infanterie déposée au sol, les hélicos reprenaient leur route, les mitrailleuses toujours braquées vers l'extérieur. La bataille peut-être la plus connue de la guerre est celle qui commença le 20 janvier 1968 lorsque les forces du Nord-Vietnam commencèrent à encercler la base avancée du camp de Marines de Khe Sanh. Un des premiers points d'appui avancés à tomber fut le camp des forces spéciales de Lang Vei. Le 5 février, ce camp fut attaqué par les F-100 et les F-4 de l'Air Force, au napalm et à la roquette à très basse altitude pour être sûr de faire mouche. La bataille sanglante fit rage au cours du premier trimestre de 1968. Pendant 77 jours, Khe Sanh fut assiégée sous le feu continu de l'artillerie et des mortiers. La garnison des Marines ne pouvait être ravitaillée que par air, y compris par des CH-46 Sea Knight. Les Cessna O2 de contrôle aérien avancé étaient aussi bien présents. Les C-123 portaient les vivres et les munitions, souvent sans même s'arrêter pour déposer leurs charges. La base était également ravitaillée par des C-130, un autre gros transporteur de ce conflit. Ces puissants camions du ciel devaient décharger le fret sous le feu de l'ennemi. À cause de l'encerclement par les troupes viettes, les avions supersoniques de reconnaissance RF-101C Voodoo devaient travailler jour et nuit et plusieurs furent descendus.
Les A4 Skyhawk de l'US Marine Corps subirent également des pertes. Parfois même avant que le pilote éjecté ne touche le sol, un Sikorsky HH-3C Jolly Green Giant se ruait pour le récupérer, le sauvant ainsi de 5 ans de mauvais traitement comme prisonnier de guerre dans ce que les militaires appelaient le Hilton d'Hanoï. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux largages aéroportés ne sont pas arrivés au bon endroit, offrant ainsi en cadeau à l'ennemi un précieux matériel. En revanche, à Késane, les Hercules larguaient leur charge de 20 tonnes avec une précision qui se mesurait en décimètres. Et ceci s'est répété tout au long des opérations des mois suivants. Après la levée du siège de Késane, ces Sikorsky CH-54 Harry, hélicoptères grues volants, amènent des obusiers Howitzer sous élingue. Les largages précis des 130 ont continué sous la protection des fantômes de l'US Air Force. Occasionnellement, par exemple, pour évacuer des blessés, les C-130 devaient relever le défi d'atterrir. Les Rivers à fond sur une piste poussiéreuse soulèvent un nuage autour de l'avion et gênent la visée des canons et mortiers nord-vietnamiens. Cet atterrissage s'est déroulé dans la vallée de Ha Chau, après la fin du siège en mai 1968. Un des avions transférés au sud vietnamien fut le Cessna A-37 Dragonfly, un jet d'attaque léger, idéal pour les passes de strafing à basse altitude avec ses miniguns de 7,62 mm utilisés contre les troupes installées à l'est de la ville de Quang Ngai. Confier ces matériels faisait partie de la vietnamisation afin que les forces du sud du Vietnam soient progressivement entraînées pour prendre part au combat. Autre appareil ayant changé de main, le Cessna O-1E Bird Dog, avion léger, volant à 160 km/h. Le pilote est un FAC, Forward Air Control, contrôle aérien avancé, et il inspecte ici son avion sous les yeux de son instructeur américain montrant les roquettes fumigènes. Peut-être le plus efficace de tous, le A1 Skyraider. En 1944, le Skyraider avait été dessiné par Ed Heinemann, dont les autres travaux ont donné, entre autres, le B-26 Invader et le A4 Skyhawk. Le A1 Skyraider a été conçu pour utiliser les ponts des porte-avions de la Navy, mais au Vietnam, ils ont été de toutes les missions, consistant à emporter tout ce qui était possible et même, cas exceptionnel, une cuvette de toilette. Opération typique des Skyraiders de la VNAF, celle menée au départ de la base de Binh Thuy. Ils ont utilisé leurs canons de 20 mm, des roquettes et des bombes sous la direction d'un FAC volant au ras des arbres à bord de son petit Bird Dog. Les attaques des Skyraiders furent parmi les hauts faits à porter au crédit des transferts USA-Sud-Vietnam.
Le puissant Scud, autrement désigné République F-105 Thunderchief, fut l'un des avions de combat le plus respecté de toute la guerre. Bien qu'il n'ait qu'un seul réacteur, ce chasseur d'attaque était plus gros, plus lourd et plus puissant que certains bombardiers. Les F-105 menèrent plus d'attaques contre les cibles bien défendues du Nord que n'importe quel autre appareil, mais les pertes furent proportionnelles au travail effectué. Certains F-105D venaient du 34e Tactical Fighter Squadron de la base de Korat en Thaïlande. Chacun emportait 6 bombes M771 qui pesaient chacune plus de 340 kg. Ces F-105 avaient pour cible les gares de triage de Kep, Viet Tri et Yen Bay. Une mission contre une barge à 30 000 au nord-ouest de Dong Ha avec un missile radio guidé Bullpup était assez représentative de ces missions. Pour se défendre, les Nord-Vietnamiens utilisèrent toutes les armes, comme ce DS-HK de 12,7 mm fourni par les Russes. Lors des attaques, tous les bras disponibles étaient réquisitionnés afin d'assurer la maintenance des canons. Les munitions sont empilées. Pour anticiper les prochains raids, les protections sont renforcées et rehaussées. Les cratères remplis d'eau sont devenus familiers dans le paysage vietnamien. Ici, les F-105 ont attaqué les nœuds ferroviaires de Kep, Khao Nung et Laon Son au nord d'Hanoï en utilisant des bombes de 350 kg. La défense aérienne a répondu présente de son côté, à coups de 37 mm. Mais les Scud ont réussi à toucher le pont ferroviaire de Bac Giang avec leurs roquettes et leurs bombes. En octobre 1967, les F-105 ont réussi à toucher le pont Paul Doumer dans les faubourgs d'Hanoï. Ce pont avait résisté des centaines d'attaques avant de céder finalement aux frappes précises des premières bombes PFW à guidage laser. Les bases aériennes étaient des cibles que personne ne pouvait manquer, cependant il était difficile de rendre une base définitivement inutilisable. À cette occasion, les F-105 devaient s'en prendre à la base de Phuc Lien en 1967. Les armes utilisées étaient les bombes M117 d'un poids unitaire de 370 kg. Après 1970, aucun F-105 ni aucun autre avion n'aurait osé traîner dans ces coins-là, par peur qu'un SAM, un missile sol-air, ne montre sa tuyère. À leur tour, les sites de lancement de SAM ou de stockage devinrent les cibles des attaques américaines. Environ la moitié des missions effectuées après 1967 furent dirigées directement contre la piste Ho Chi Minh. Il ne s'agissait pas vraiment d'une route, mais d'un véritable réseau de pistes qui passait par le Laos pour rejoindre le Sud-Vietnam. Des détecteurs modernes furent mis au point par le programme Eagle White afin d'avertir du passage des camions et même des cyclistes. Mais couper ces nombreuses pistes est une autre paire de manches. Dans les plaines, les pistes étaient attaquées continuellement. Dans les collines, les points de passage comme Mugai étaient des cibles majeures car les routes y étaient facilement identifiables.
Tous les types de missiles disponibles furent lancés contre ces cibles pour tenter d'empêcher le ravitaillement de la guérilla du Sud. Malheureusement, des chasseurs supersoniques de plusieurs millions de dollars ne sont pas les armes idéales pour empêcher des gens de marcher sur ces pistes à travers les collines et les forêts. C'était plus simple quand les cibles étaient visibles et rapidement tous les ponts du Nord-Vietnam furent détruits. Ils n'avaient pas de pont préfabriqué, mais firent tout ce qui était possible pour renforcer cette route stratégique. Lorsque des parties de la piste Ho Chi Minh étaient détruites, des déviations étaient immédiatement tracées à travers les forêts pour contourner les sections bombardées. Les Vietnamiens disposaient de main-d'œuvre en quantité et ces hommes et ces femmes pouvaient rapidement transformer la forêt en un nouvel axe de passage. Le travail sur les pistes ou les ponts était ponctué par les attaques soudaines, généralement des F-4 volant à la vitesse du son et trop haut pour être menacés par la DCA locale. Mais ces attaques n'empêchaient pas les armes de circuler sur la piste. Les fusils n'étaient pas un véritable danger pour ces monstres. Le Boeing B-52 Stratofortress, pilier du Strategic Air Command, a joué un rôle de plus en plus important au Vietnam. Il a commencé par les missions Arclight en juin 1965. Conçu pour emporter une arme nucléaire, le B-52 a été modifié afin d'emporter un tonnage important de bombes conventionnelles. Le B-52D pouvait emporter 84 bombes en soute et 24 sous les ailes pour une masse totale de 40 tonnes. La pluie de bombes tombant d'un B-52 était la terreur du Viet Cong, spécialement lorsque les bombardiers étaient trop hauts pour être vus ou entendus. Ces attaques contre les positions de l'armée du Nord à Loc Ninh, à une centaine de kilomètres de Saigon, en sont un exemple. Après Arclight, ce furent les missions Rolling Thunder, la plupart réclamant des vols de 12 heures depuis les pistes surchargées de l'île de Guam à 5000 km dans l'est du Pacifique. Avec leurs 8 énormes réacteurs et un équipage de 6 hommes, les B-52 participèrent largement au record de tonnage de bombes larguées sur le Nord-Vietnam. Dès février 1965, une cargaison de SAM-2 soviétiques arriva dans le port d'Haiphong. Bien qu'étant le plus primitif et le plus lourd des systèmes SAM jamais inventés, puisque datant des années 50, ils furent progressivement déployés en très grand nombre au nord et devinrent une menace sérieuse.
Lors des missions Linebacker 2 en décembre 1972, plus de 1000 SA-2 furent tirés, abattant au moins 15 B-52. Et les navigants qui tombaient entre les mains du Nord allaient vivre des moments difficiles. Heureusement, en 1972, ceux-ci ne resteraient captifs que peu de temps. La maltraitance des prisonniers souvent soumis à la torture ne quittait jamais l'esprit des aviateurs américains. Dès l'annonce qu'un pilote était tombé, une équipe de sauvetage intervenait immédiatement. Cette équipe était généralement constituée d'un Sikorsky HH-3C ou 3E spécialement équipé. Il était escorté par un Sandy, un Douglas 1 Skyraider, équipé de tout son armement et capable de patrouiller pendant des heures à basse altitude afin d'épauler les hélicos de sauvetage. Après un briefing précis mais rapide, l'équipe fonçait vers l'objectif qui pouvait se situer en pleine jungle. Les pilotes avaient généralement des balises de secours. Mais s'ils n'en avaient pas, le seul espoir était de repérer un parachute au sommet des arbres. Un équipier était alors treuillé jusqu'au sol, parfois en utilisant le Penetrator, une masse profilée suffisamment lourde pour passer à travers le feuillage. En quelques minutes, le pilote indemne était sur le chemin de retour. La recherche se porte ici sur le second membre d'équipage, 2 km plus loin, et par chance son parachute est bien visible. Très rapidement, le deuxième aviateur est hissé à bord, échappant ainsi à une capture certaine et prêt à repartir bientôt en mission. Plus tard, Sikorsky développa un hélicoptère monstrueux, le HH-53 Super Jolly, avec le double de puissance, du blindage et de l'armement supplémentaire pour lui donner la capacité d'opérer de nuit dans le brouillard ou la tempête. Tout au long de la guerre, le C-47 effectua de nombreuses missions très variées. Mais personne ne pouvait s'attendre à ce qu'il gagne ses galons en première ligne et s'en prenne directement à l'ennemi. Le AC-47, appelé Spooky ou Puff le dragon magique, avait 3 mitrailleuses minigun installées sur le côté gauche. Chacune pouvait tirer plus de 100 balles par seconde. La tactique était de maintenir le C-47 en virage à gauche, légèrement incliné, pour maintenir les miniguns en position de tir contre la cible au sol. Ces premières expériences de gunship furent très encourageantes. Les suivantes concernèrent la conversion du C-123 de transport pour aboutir finalement à un véritable croiseur aérien. Le AC-130 Hercule est un avion de combat sans pareil.
Ces armes sont toujours installées à gauche pour que le monstre fasse ses circuits autour de la cible. En orbitant ainsi, la cible peut être attaquée de tous les côtés. L'avion est de plus équipé d'un radar, de détecteurs infrarouges, d'une télé à amplification de lumière et même d'un laser. À bord, l'équipage surveille sur ses écrans ce qui se passe au sol, même de nuit ou par mauvais temps. Lorsqu'une cible est découverte, elle peut être engagée par ces batteries de canons qui évoquent les vieux voiliers de guerre. Les premières versions avaient 4 miniguns et 4 canons Vulcan de 20 mm. Mais ensuite, les AC-130H furent dotés de 2 Vulcans, un canon Beaufort de 40 mm et un énorme obusier de 105 mm. Contre des adversaires sous-équipés en armes antiaériennes, l'attaque est dévastatrice. Des dizaines de milliers d'hommes combattirent dans le ciel au-dessus du Vietnam et des millions de balles et de bombes furent tirées pour un résultat plutôt médiocre. La plupart des avions étaient du même côté, mais cette guerre était âpre, dure. Il est difficile d'envisager qu'on puisse à nouveau connaître une guerre aérienne aussi intense, mais aussi déséquilibrée.